Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Les gens du paysage. Je m'appelle Robin Gervais. Aujourd'hui, on est avec Emmanuel Moni, qui est un ancien directeur d'une très grosse entreprise du paysage. On va parler de son parcours entrepreneurial et de sa vision pour le futur. N'hésitez pas à nous suivre sur toutes les plateformes. On est sur YouTube, sur Deezer, sur Spotify, sur Apple Podcast et Amazon Podcast. Donc mettez la petite cloche et abonnez-vous. Et c'est parti pour l'interview. Bonjour Emmanuel, bienvenue dans le podcast. Merci de m'accorder ton temps aujourd'hui. Donc on va essayer de parler un peu de ton parcours, de tout ce qui s'est passé un peu dans ta vie. Est-ce que, pour commencer, on peut partir sur le lieu que tu nous as proposé pour tourner ce podcast, s'il te plaît? Avec plaisir, bonjour à tous. Donc là, on est dans les jardins de l'hôpital de Fourvière. Alors on a évidemment en toile de fond la basilique de Fourvière. Je trouve que c'est un endroit magique, mais avant toute chose, en fait, c'est toute ma vie, cette colline de Fourvière et Lyon. D'abord parce que j'étais au collège et au lycée Jean Moulin, qui sont à 200 mètres. Notre terrain de jeu, c'était les théâtres romains. À côté du lycée, il n'y avait pas toute cette construction, ces immeubles, mais il y avait des catacombes et on allait jouer à la sortie du collège dans les catacombes là-bas derrière. C'était une autre époque. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'on autoriserait les enfants à aller jouer dans ce genre d'endroit. Voilà, et puis après, j'ai fait maths sup, maths spé à l'institution des Chartreux, mais les maths sup, maths spé étaient place Abbé-Larue, c'est-à-dire 200 mètres plus loin. Et puis, mon école d'ingénieur, place Bellecour. Voilà, ça s'appelait l'ICPI à l'époque, c'est devenu CPE, maintenant c'est à la Doua. Mais j'ai eu la chance de faire une école d'ingénieur place Bellecour, c'est quand même assez sympa. Voilà, c'est un peu tout mon terrain de jeu. Plus tard, j'ai habité aussi à l'Anticaille, quand ça a été refait, avec une vue magnifique, évidemment, sur la ville de Lyon, et de temps en temps avec le Mont Blanc en toile de fond. Voilà. Et puis pourquoi j'ai choisi cet endroit, ça m'est un peu cher depuis quelques mois, parce que papa est hospitalisé ici, voilà, avec son grand âge, avec la maladie des gens un peu âgés. Alors il va très bien et je prends beaucoup de plaisir quand je viens à Lyon, quand je viens le visiter, à me promener avec lui dans ce parc. Voilà, parce qu'il a la chance encore de pouvoir physiquement se déplacer et marcher. Et j'avoue, et ça fait partie des éléments sur lesquels on a beaucoup travaillé professionnellement. Voilà, pour les hôpitaux, avoir des jardins, avoir du verre, pour les gens qui cherchent à se rétablir ou à essayer d'améliorer leur santé, c'est quelque chose d'extrêmement important. Voilà, donc voilà la raison pour laquelle je me suis dit que c'était quand même un endroit assez sympa et évidemment, vous l'avez compris, qui me touche particulièrement en ce moment. C'est super intéressant. Vous avez travaillé sur d'autres hôpitaux ou est-ce que tu as travaillé sur cet hôpital quand tu étais en... Oui, on a... Alors, il y a eu toute une partie de ma vie professionnelle où, dans l'entreprise, on avait le contrat d'entretien des hospices civils de Lyon. Okay. Voilà, et on a eu, c'est une anecdote, mais on participait régulièrement d'un point de vue mécénat culturel à la Biennale d'art contemporain. Et alors moi j'aime bien toujours un peu mélanger deux, trois choses, et avec l'entreprise et la Fondation des Hospices Civils, je crois, on avait accueilli une œuvre d'art de la Biennale d'art contemporain. C'était un artiste mexicain qui s'appelle Pedro Reyes, je me rappelle de ce nom, et il y a un fléau au Mexique, qui est toujours, je crois, qui sont les armes à feu, un peu comme aux États-Unis. Et cet artiste avait choisi de récupérer plein d'armes à feu au Mexique et de les fondre et d'en faire des pelles. Voilà. Des pelles pour planter. Voilà. Ouais. Et son œuvre, c'était avec ces pelles qui avaient été fondues avec des armes à feu, d'aller planter aux quatre coins de la planète des arbres avec ces pelles. Voilà. Et dans le cadre de la Biennale d'art contemporain, on avait proposé avec ces pelles de creuser et de planter des arbres à l'hôpital mère-enfant pour faire un arboretum pour les enfants malades avec ces pelles. Donc on avait fait évidemment plus qu'un événement, c'était une œuvre d'art, puisque l'idée de cet artiste Pedro Reyes était évidemment de planter des arbres aux quatre coins de la planète. Voilà. Donc et puis quand plus tard j'avais aussi essayé de faire un peu de lobby dans le cadre de la Fédération des entreprises du paysage de l'UNEP.
on avait beaucoup travaillé sur ces statistiques que l'on pouvait avoir, alors statistiques nord-américaines, où il y avait des études qui avaient été faites sur la durée de convalescence sur une même maladie et qui montraient qu'un patient qui avait une chambre qui donnait sur un espace vert avait une durée de convalescence de 15 à 20% plus courte que quelqu'un qui avait une chambre et une fenêtre qui donnait sur un toit ou sur une cour en béton. Donc c'est quelque chose qui... Et puis après, on a beaucoup travaillé sur les jardins thérapeutiques. Voilà. Et puis surtout dans les endroits avec les personnes à mobilité réduite ou personnes âgées, de faire les premiers potagers surélevés, de façon à ce que les fauteuils roulants puissent arriver dessous ces tables, pour pouvoir planter, puisque vous savez que les gens atteints par exemple de maladies d'Alzheimer, quand vous leur donnez les couteaux et les fourchettes pour manger, peuvent prendre une fourchette à l'envers, parce qu'ils ne se rappellent plus comment il faut la prendre. Mais en revanche, quand vous leur donnez quelque chose à planter, ils ne se trompent pas de sens. Ils mettent vraiment les racines dans le trou et non pas les feuilles. Je savais pas ça. Et ça, c'est quelque chose d'hyper important. Et donc, ça veut dire qu'effectivement, tout ce qui est la nature, les plantations, c'est ancré dans les gènes des gens. Alors que la fourchette, c'est pas quelque chose de naturel. Ouais, c'est hyper touchant. Okay. Et est-ce que c'est pour ça que tu as choisi, je sais pas, pour ton papa, est-ce que tu as choisi cet hôpital en particulier parce qu'il y avait... Non, très honnêtement, on n'a pas choisi. On habite dans le quartier. Il était un peu en EHPAD et comme il était un peu malade et il a été, c'est un peu l'hôpital gériatrique pour tout le secteur. Et donc il est venu là et il y a une équipe qui est extraordinaire. Je les salue et je les remercie quasiment tous les matins. Et il y a une unité de long séjour, et c'est l'hôpital qui a choisi effectivement de le garder. Maman vient très souvent, maman s'occupe beaucoup. Maman a fait une formation sur le sujet, des personnes âgées en tant qu'aidant. C'est un monde qu'on découvre effectivement, avec la vieillesse, avec des parents qui vieillissent. Et moi je suis hyper touché. Une équipe de bénévoles qui vient aider. Je pense que papa ne pouvait pas trouver de plus bel endroit pour être à la fois soigné, gardé. Et puis ce parc, moi, me touche à chaque fois, et en plus dans ma carrière d'entrepreneur du paysage, j'ai eu l'occasion de travailler à plusieurs reprises sur le jardin des hauteurs. Il y a un jardin ici public qu'on appelle le jardin des hauteurs, qui commence à Saint-Just, qui s'étale un peu sur toute la colline. Autour, en plus, on a le cimetière de l'Oléas où les grands Lyonnais ont été... la plupart des Lyonnais sont enterrés. Et c'est une colline qui est magique. C'est très touchant. Il y a ceux qui sont Croix-Rousse et puis il y a ceux qui sont Pont-Vert. Mais peu importe, les collines se font coucou. C'est vrai. C'est hyper touchant. Qu'est-ce que c'est un jardin thérapeutique ? Est-ce qu'on peut l'expliquer un petit peu ? Un jardin thérapeutique, en fait, il n'y a pas un type de jardin thérapeutique. Un jardin thérapeutique, c'est un jardin qui va être pensé, conçu, réalisé pour avoir, en plus de toutes les fonctions du jardin, qui sont toutes les fonctions qu'on peut arriver. Il y a le jardin nourricier, il y a le jardin thérapeutique qui va être à destination de dire on va recevoir des gens qui, soit qui ont un handicap, soit qui sont âgés, soit qui sont malades, mais qui vont en tout cas aider dans leur vie un petit peu plus compliquée, des personnes qui sont dans cet hôpital à avancer, à se retaper, à se remettre. Ça peut être un jardin qui va permettre de la rééducation. Par exemple, avec des agrès, des choses comme ça, déjà, comme je disais, avec des petits potagers accessibles à tout le monde. Ça peut être un jardin où on va pouvoir apprendre les arbres. Ça peut être, moi j'aime beaucoup le côté arboretum, où on peut apprendre aux malades, ça leur permet de passer le temps. Et puis, mais après, il y a plein de sortes de jardins. Mais en
tout cas, pour moi, le plus important, c'est que le jardin, c'est le seul endroit où vous avez les 5 sens qui vont pouvoir être mis en éveil. Voilà. Donc, on le redit jamais assez. Hein. D'ailleurs, il y a un jardin au bord du lac Léman, là, côté France, qui s'appelle le jardin des 5 sens. Mais les 5 sens, c'est hyper important. Bon, évidemment, la vue, hein, mais c'est Louis, un jardin qui fait pas de bruit, pas uniquement avec une petite fontaine, mais s'il n'y a pas d'oiseaux, voilà, qui sont là, voilà, donc Louis, voilà, l'odorat évidemment, Ouais. voilà, le goût, parce que il y a forcément, on peut aller goûter, voilà, de la menthe qui va pousser, etc. Voilà, et puis le toucher, hein, parce que voilà, chaque feuille, chaque plante a un toucher, une texture différente. Ouais. Voilà, et donc voilà, dans un jardin, ce que vous n'avez pas le cas dans une maison, à l'intérieur, Ouais. il n'y a qu'en extérieur dans un jardin où vous allez pouvoir faire évoluer vos 5 sens. Et donc il y a vraiment un lien entre la thérapeutie, voilà, et sur foncière, parce que vous faites éveiller vos 5 sens. Ouais, Voilà. ouais, c'est sûr. On va revenir un petit peu sur ta vie, sur quand tu étais enfant. Toi, quand tu étais en école élémentaire, primaire, t'étais quel genre d'enfant? Oh, un peu turbulent, un peu vif. Vif? On va dire ça comme ça, ouais. Dans quel sens? Tu faisais un peu de bêtises? Ouais, je fais un peu des bêtises, j'aimais bien amuser la galerie. Ouais, voilà, on va faire une bêtise. Voilà, quand il y avait une bêtise à faire, j'étais souvent le premier quand même devant le reste. Hein, voilà. C'est plutôt, voilà, il y avait une bêtise à faire. Ouais, moi je partais devant, puis les autres me suivaient derrière. Quoi, voilà. C'était un peu ça. Quoi, voilà. Donc déjà leader à ce moment-là. Ouais, il y a un peu, ouais. Ah, ouais. Et tes parents, ils faisaient quoi comme métier? Alors papa était ingénieur agro et construisait des usines agroalimentaires. Voilà. Et on est arrivé à Lyon parce que on était en Bretagne avant. Sa spécialité, c'était les abattoirs et il fait partie du bureau d'études qu'a conçu le grand abattoir de Corba. Voilà. Mais aussi, il faisait des laiteries, ce qui était plus intéressant. Voilà. Et donc, je me rappelle, j'ai des souvenirs de petit où il m'emmenait visiter des chantiers de laiterie. Et voilà, j'avais le droit de goûter tous les yaourts que la fromagerie ou la laiterie fabriquait. Mmh. Je me rappelle avoir goûté des Fjord. Je ne sais pas de marque, mais j'ai vu que cette marque existait toujours. Ouais, j'ai des vieux souvenirs. Voilà, c'est un peu ma Madeleine. La Madeleine de Proust. Voilà, voilà. Et puis j'avais une maman, on est 4 enfants, qui a eu le plus beau métier du monde de maman et a éduqué ses enfants et qui est toujours une cuisinière hors pair. Voilà. Et je pense que le jardin, moi, c'est surtout on en reparlera plus tard, mais c'est vrai, le lien entre le jardin et la cuisine est hyper important et j'ai 2-3 exemples là-dessus. Voilà. Et je pense que le goût des bonnes choses, c'est évidemment maman qui nous l'a appris. Voilà. C'était une pâtissière, à 7 jours, une pâtissière extraordinaire. D'accord. Voilà. T'es l'aîné ou t'es le... Ouais, je suis l'aîné, ouais. T'es l'aîné, ouais. L'aîné de 4. D'accord. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des études d'ingénieur? Est-ce que c'était quelque chose que tes parents t'ont poussé à faire ou t'avais une Non, idée mes de ce parents que tu m'ont voulais pas faire? poussé à faire, mais en fait, il n'y avait qu'une matière où j'étais bon, c'était les maths. Voilà. Avec un truc, c'était les maths. Bon, voilà, ça rentrait tout seul. C'était facile. Voilà, donc, voilà, j'ai même raté mon bac, alors c'est de l'époque S aujourd'hui, hein, je fais la traduction pour les plus jeunes. Et encore, ça a encore changé, je crois. Voilà, et je l'ai loupé Ah oui, ça a changé encore. Il me semble. Hein. Ah oui, bon, ça change. Bon. c'est là où tu t'aperçois que tu es très vieux. Voilà, j'ai eu 18 en maths, 18 en physique à mon bac S, avec des gros coefs, mais j'ai quand même loupé mon bac, c'est te dire les notes à côté, quoi. Voilà. Bon. Bon, voilà. Et donc naturellement, voilà, j'ai plus de maths fait parce que c'était facile pour moi. Ok. Voilà. Et tu savais ce que tu voulais faire quand tu étais enfant? Est-ce que tu avais une idée d'un métier que tu aurais aimé faire? Non, alors j'avais aucune idée de métier et c'est marrant parce que j'en parle souvent avec les parents d'aujourd'hui, avec leurs enfants, où on s'inquiète, qu'est-ce qu'il va faire, etc. Et aujourd'hui, l'orientation en général des jeunes, et en tout cas il y a des professionnels de ça, avec des tests professionnels qui arrivent bien à capter ou en tout cas à voir
quels vont être les talents où le gamin ou la jeune fille veut s'orienter. Nous, à l'époque, on n'avait pas c'était pas ça. Et alors, pour la petite histoire, j'avais vu un conseiller d'orientation et il m'a dit, mais qu'est-ce que vous aimez? Je faisais de la photo. Voilà, je faisais de la photo, j'avais un agrandisseur, alors, photo argentique à l'époque. Voilà, et elle me pose une question comme ça, je dis ouais, moi j'aime bien faire de la photo. Ah bon, alors la photo, alors je cherchais dans un bouquin, puis elle voit que la photo, il y a à la fois de l'optique, à la fois un peu d'électronique, c'était le début, et puis il y a de la chimie pour développer quoi. Et elle trouve, et puis j'étais bon en maths, il faut que vous fassiez une école d'ingénieur, et elle trouve une école d'ingénieur à Lyon, ça tombait bien, qui visait, dans lequel elle avait vu optique, électronique et chimie. Donc elle dit bah, c'est ça qu'il faut que vous fassiez quoi. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait une école, mais ce qu'elle n'avait pas vu, c'est qu'il y avait 2 sections, il y avait une section électronique et une section chimie en fait dans l'école. Voilà, mais du coup j'ai fait l'électronique et informatique, mais on était, alors pas au début de l'informatique, mais quand j'ai fait mon école d'ingénieur, c'était les premiers PC. Ouais. Voilà. 80-86, voilà, on n'avait pas Excel 1.0. Excel 1.0, c'est quand j'ai commencé à travailler, quoi. Ouais, c'est voilà, plus dans on les n'avait pas 90, Windows 1, ouais, c'était MS-DOS. Voilà. D'accord. Voilà. Après tes études, tu as commencé à travailler où? Alors, quand j'ai donc moi j'aimais bien là. Alors j'avais un autre dans mon école d'ingénieur à ICPI, j'ai fait 2 choses en cours. J'y allais un peu de temps en temps. Maths, j'étais très assidu. Voilà. Okay. Et puis avec 2 copains, c'était au début des juniors entreprises. On a créé la junior entreprise de l'école. Donc je me suis occupé beaucoup de la junior entreprise. Donc il y a déjà un peu ce côté entrepreneur. Et puis pour faire connaître l'école, on avait la responsable de la communication, Christine Legrand, qui nous a proposé de créer le premier raid aéronautique des grandes écoles. C'est-à-dire qu'il y avait la course de l'EDEC à la voile, qui était très connue, qui marche toujours, je crois, hein, l'EDEC. Et nous, on a créé le raid aéronautique des grandes écoles. Et donc je me suis passionné, donc la montgolfière. Et donc je me suis passionné pour la montgolfière. J'ai été pilote de montgolfière, j'ai passé mon brevet de pilote de montgolfière. Et donc du coup, je me suis un peu passionné par l'aéronautique, puisque en fait, le mec qui m'a fait passer, le type qui m'a fait passer mon brevet de pilote de ballon, était pilote d'essai chez Airbus. Voilà. Et donc l'aéronautique m'a plu. Et quand je suis sorti d'école, c'était en 87. C'était une époque où, quand tu sortais avec un diplôme d'ingénieur, tu avais plus de 10 offres d'emploi en moyenne par personne qui sortait. Voilà. Donc en fait, en gros, tu avais juste à choisir où tu voulais travailler. Voilà. Donc moi, je voulais travailler pas trop loin de Lyon. Voilà. Première boîte un peu aéronautique, elle était à Valence, Sextant Avionique. Voilà. Et quand je suis arrivé, les ressources humaines m'ont dit très bien, on vous prend, vous préférez travailler dans les hélicoptères ou les avions? Hélicoptères. Okay. Voilà. Bon. Et mais j'ai fait ce métier que quelques mois, puisque voilà, pour des raisons que je devais pas faire mon service militaire. Puis finalement, les militaires m'ont rattrapé et m'ont dit vous allez faire votre service militaire. Aïe. Voilà. Donc j'ai fait mon service militaire et on avait déjà notre premier enfant, Marion, et donc j'ai fait peu importe mes classes, et après j'ai fait mon service militaire à Lyon, à l'école de santé des armées, pendant que j'avais un peu de temps. Voilà. Et donc, mon beau-père qui dirigeait cette entreprise Starvel, donc moi j'y connaissais rien en paysage, du tout, m'a dit tiens, pendant que tu fais ton service militaire, est-ce que tu n'auras pas un peu de temps pour venir informatiser l'entreprise? Voilà. Et donc ça devait durer quelques mois et j'y suis resté 35 ans. Voilà. Alors j'ai pas mis 35 ans pour informatiser l'entreprise, mais voilà, parce que j'ai découvert un métier. Alors je suis pas du tout à l'origine passionné de jardin. Alors j'ai un côté un peu agricole, un peu fort, un ancrage agricole, puisque en fait tous mes oncles et tantes étaient agriculteurs. Ouais. Voilà, j'ai passé toutes mes vacances à la ferme, voilà, à faire les foins, à faire toutes ces choses-là, voilà, à aller traire les vaches le matin, etc. Donc voilà, on a quand même des gènes un peu agricoles, mais enfin comme tout le monde, mais voilà. Donc j'aimais bien ce côté, les tracteurs, etc. Et puis surtout, j'ai eu un accueil fabuleux des gens de ce métier, quoi. Voilà. Et du coup, très rapidement, mon père m'a dit, écoute, reste, voilà, quand j'aurai 60 ans, je te passerai la main, tu feras le lien avec donc mon petit jeune beau-frère, etc. C'était un peu tracé, un peu comme ça. Et puis, ça s'est pas passé exactement comme ça, mais voilà. Mais surtout, j'ai rencontré des gens, et c'est surtout
les gens de ce métier qui m'ont beaucoup plu. Et puis, ce qui était très très sympa, c'est que c'était un métier dans les années 80. Voilà, bon, il y avait du boulot, il y avait tout ce qu'on voulait, mais qui n'était pas très très moderne. Voilà, et j'ai eu cette chance d'être un peu celui qui a apporté un peu des éléments, l'informatisation, un peu de numérique, un peu de choses comme ça, un peu d'innovation. Voilà, et ce qui m'a fait un peu reconnaître un peu dans ce métier, quoi. Tarvel, elle ressemblait à quoi comme entreprise quand tu as débuté dedans? Alors, Tarvel, ça a été créé. Alors, c'est marrant parce que Tarvel a été créé la même année où je suis né, en 63. Voilà. Il a démarré tout petit avec une camionnette, faire des jardins. Et puis, ça avait beaucoup développé dans les années 60-70, parce que c'était la construction, c'était les grands ensembles, etc. Donc mon père disait il y avait juste à se ramasser à se baisser pour trouver du travail, c'était pas compliqué. Il allait chercher du personnel lundi matin avec ses camionnettes en Ardèche sur la place des villages, parce que les gens attendaient pour les jeunes, alors il y a l'Ardèche parce que c'est pas loin de Lyon, mais les jeunes des villages ardéchois attendaient sur la place du village le matin à 5h du matin que des camionnettes de patrons qui arrivaient ramassaient le personnel, qui s'était payé à la fin de la semaine, et ça marchait comme ça, et il s'est très très vite développé, monté je pense à 250-300 salariés dans les années 70. Et puis, alors on parle des crises, mais il m'a toujours dit, de toute façon, toutes les crises qu'on a vues, on n'a jamais eu de pire que celle qu'on a vécue, la crise du pétrole. Donc années 77, 78, par là, je ne saurais pas dire exactement. 78, je crois, ouais. Et là, il est passé d'un seul coup, il est obligé de réduire la voilure complètement, passer de 300 collaborateurs à 60 ou 80 d'un seul coup. Et il a demandé à ses cadres, conducteurs de travaux, écoutez les gars, je vous fais un chèque, mais partez. Et du coup, ça a créé tous les concurrents de Lyon. En fait, tous ces anciens collaborateurs, globalement, la majorité des anciennes boîtes de Lyon, c'est les anciens collaborateurs de Tarvel qui ont créé du Quai Préneuf, Proton, Jardin des Monts d'Or, et plein comme ça. Voilà. Et donc moi, quand je suis arrivé, il y avait 120 collaborateurs. Et à ce moment-là, parce qu'il faisait surtout des travaux d'aménagement, et là, il a eu une idée lumineuse en disant, pour stabiliser les entreprises, on va plutôt s'occuper de l'entretien de l'espace vert. Okay. Voilà, parce que l'entretien, c'est plus sûr, on va faire du récurrent, etc. Et ça a toujours été, moi, en tout cas, mon leitmotiv, de dire, dans nos modèles économiques, voilà. Et l'entretien, c'est pas le côté noble du métier. Tous les jeunes qui sortent de bac pro, de BTS, on leur a expliqué qu'il faut faire des créations de jardins. Donc, on veut tous faire de la création, des dessins, des machins. Voilà, donc on explique que dans le BTS, les mecs, ils doivent apprendre à créer des jardins, à les dessiner, etc. Voilà, en 2 ans, arriver à faire tout ça, c'est quand même un peu compliqué. Bref. Et donc, il s'est polarisé sur l'entretien. Et moi, quand je suis arrivé, c'était effectivement dans cette dynamique-là. Et effectivement, j'ai essayé d'apporter au niveau des prix de revient des chantiers, des choses comme ça, beaucoup d'apports pour tout ce qui est rapport d'intervention auprès des clients. On a fait des tas de choses intéressantes. Voilà, et c'était cette dynamique-là. Voilà, et l'entreprise a continué de se développer. On était situé dans l'Ouest lyonnais à Charbonnières, et puis on avait un dépôt à Vaux-en-Velin. Voilà. Et puis on a eu une opportunité assez magique en 97 quand il y a eu les zones franches qui ont été créées pour dynamiser l'emploi. Et donc avec le maire et le premier adjoint de Vaux-en-Velin de l'époque, on était donc en zone franche au plein centre de Vaux-en-Velin, et ce qui nous a permis évidemment d'avoir des avantages qui nous ont permis vraiment de développer l'entreprise d'un seul coup. Et là, en 4-5 ans, on a doublé l'entreprise, et ça donnait vraiment, créé une vraie dynamique là-dessus. Tu le voyais comment, le métier de paysagiste, avant de rentrer ? Est-ce qu'il était mal vu à l'époque ? Pas vraiment l'idée que ça existait, quoi. Ouais. Bon, c'était pas voilà. Papa était dans la construction. Voilà, je me rappelle toujours, on faisait du vélo, on montait au col de l'Alluère, et on passait devant l'entreprise Tarvel, et il me dit ouais, tu vois, là, ça c'est l'entreprise qui fait les espaces verts de l'abattoir de Corba. Bon, mais c'était ok, donc c'était lié déjà. Ouais, mais c'était le hasard. Voilà. C'était le hasard.
J'avais un copain, c'est par la photo, un copain avec qui on faisait de la photo au lycée, et en fait qui était le neveu de Monsieur Lebras. Voilà, j'ai rencontré sa cousine. Voilà, je me suis marié avec sa cousine, et donc j'ai eu un beau-père, voilà, un beau-père paysagiste du coup. Bon. Mais c'est vraiment le hasard. Voilà, c'est les hasards de la vie. Hein, c'est sûr. Les rencontres qui font que, voilà, une soirée, voilà. C'est vrai. Une soirée, tu deviens paysagiste parce que tu as rencontré une fille de paysagiste. Voilà. C'est la vie. Voilà. C'est clair. À quel moment tu as commencé à diriger l'entreprise Tarvel ? Très rapidement, parce que j'avais un beau-père qui me faisait confiance, qui avait je pense, une bonne vision du management faire confiance. Certains disaient peut-être trop confiance à certains, mais bon, voilà. Voilà, puis il m'a laissé très rapidement. On était très complémentaires. C'est-à-dire que lui aimait beaucoup la technique, le matériel, etc. Okay. Moi, j'aimais bien tout ce qui était gestion, etc. Mais bon, j'aimais tout de suite, assez rapidement, les relations clients. J'aimais beaucoup. Voilà, surtout avec les élus. J'aimais bien ça. Voilà, et puis on se partageait tout ce qui était. Alors lui, il parlait de gestion du personnel, moi je parlais de management. Donc là, il y avait un peu une différence de vision des choses, mais voilà. Et puis il m'a dit, écoute, tu connais rien en paysage. Comme tu t'occupes un petit peu de la relation client, les concurrents vont pas te faire de cadeaux. Et il me dit, si tu veux effectivement progresser, apprendre, il faut que tu t'engages à l'UNEP. Voilà, lui était vice-président national à l'époque. Et je dis, mais qu'est-ce que je vais faire? J'y connais rien et tout. Et là, il me dit, écoute, il y a un truc qui va pas, c'est les conventions collectives. Il me dit, tu vas t'occuper des conventions collectives. Je dis, mais attendez, j'y connais rien, quoi. Mais si, tu verras. Voilà. Et effectivement, il y avait quelques conventions collectives régionales qui n'étaient pas du tout harmonisées. Et donc, je suis arrivé là-dedans et j'ai dit, moi, je veux bien m'occuper des conventions collectives. Alors, tout le monde m'a regardé, vas-y, parce que personne ne voulait s'en occuper. Voilà, et je me suis retrouvé très rapidement, voilà, et à proposer de négocier une convention collective nationale. L'UNEP, c'est l'Union nationale des entreprises du paysage. Et ça, c'était ta première mission à l'UNEP. Oui. Alors c'était une union à l'époque, l'organisation, c'était des régions, c'était une union de syndicats régionaux. Il y avait en gros une UNEP régionale par région. Et chacun avait sa propre convention collective. Puis il y avait des groupes de travail au niveau national. Voilà. Et donc, j'ai proposé au niveau des groupes de travail national de rédiger une convention nationale. Et mieux négocier pour l'intérêt des salariés, etc. Puisque nous, on était au niveau de Tarvel un peu laboratoire en matière sociale. Mon père avait toujours un ton d'avance. Sur les sujets. Et je me disais, si on veut faire progresser la profession, parce que déjà à l'époque, il y avait cette compétition en termes de recrutement avec le BTP. Et les TP avaient déjà pas mal progressé. Et donc, quelqu'un qui faisait des travaux d'aménagement, s'il voulait être un peu mieux payé et avoir un peu mieux de rémunération, il passait dans les boîtes de TP. On voyait les meilleurs qui partaient dans le TP. J'ai dit, attendez, s'il faut qu'on attire les gars, donc on ne pouvait pas le faire simplement au niveau d'une entreprise, parce que sinon, ça faisait un décalage avec la concurrence. Donc, moi, l'idée était de dire, on va faire une convention nationale. Tous les entreprises de paysage vont être obligées de l'appliquer, mais on va faire monter le niveau. Voilà. Et alors, tous les anciens m'ont dit, mais tu n'y arriveras jamais, tu vas voir, ça va être compliqué. Les syndicats, c'est tous des salauds. On va discuter avec les syndicats, etc. Et je pense que c'est un des plus grands plaisirs que j'ai eu, c'était la discussion avec les syndicats de salariés. La CFDT, la CGT, etc. Okay. C'était mes potes. On a sympathisé. Okay. Et parce que je leur ai fait comprendre un peu l'intérêt des choses, de discuter, etc. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer une jeune avocate en droit social, Muriel Vandevelde, et qui s'occupait que j'avais pris un peu pour l'entreprise, pour s'occuper des dossiers de droits sociaux, etc. Et j'ai dit, mais ça t'intéresse pas de venir avec moi? Elle m'a dit, mais tu te rends pas compte, négocier une convention collective, pour moi, avocate en droit social, ça va être le pied, quoi. Elle me dit, si on y arrive, voilà. Et on a négocié cette convention collective en moins d'1 an. Voilà.
Alors, tout le monde me disait des fous, voilà. Et puis ma plus grosse satisfaction, c'est qu'elle a été signée par les 5 centrales syndicales, y compris la CGT, qui avait cette réputation de rien signer, parce qu'on avait fait des propositions intelligentes, et en particulier, j'avais proposé qui est, aujourd'hui c'est un peu obligatoire de partout, mais à l'époque c'était vraiment novateur, qui est une couverture, une mutuelle sociale obligatoire pour tous les salariés du paysage. Voilà. Et j'étais choqué, le mot est pas fort, par des collaborateurs qui arrivaient le matin avec des rages de dents. Ils ont dit, mais attends, on va chez le dentiste. Ah, mais tu crois que j'ai les moyens d'aller chez le dentiste? Ouais. Voilà. Et là, je me suis dit, putain, il y a un truc qui colle pas. Je me dis, mais on va négocier une mutuelle, on va la donner obligatoire, donc ça nivelle la concurrence, et tu fais monter voilà. Et donc c'est comme ça qu'on a négocié cette mutuelle avec Agreca, qui existe toujours, qui est toujours le truc obligatoire voilà, donc ça a été un peu mon premier fait d'armes à l'UNEP. D'accord. Voilà. Mais c'est sûr que quand on travaille dans le paysage, c'est hyper physique, on se blesse régulièrement. Enfin, c'est possible de se blesser très facilement, donc avec une mutuelle, c'est indispensable, quoi. Ça, c'est sûr. Surtout à l'époque, j'imagine, où c'était encore. Oui, c'était. Voilà, les mutuelles obligatoires, ça date de 2010. Là, on était en 96, 97 à peu près. Ouais. Voilà, ça fait des années 90. Donc après avoir négocié cette clause, t'es passé à la tête de l'UNEP à un moment. Est-ce que c'était à ce moment-là ou... Ouais, non, pas tout à fait. Du coup, le président de l'époque, Jean Millet, qui avait une entreprise en Savoie, donc les fils ont toujours cette entreprise, les Millet, m'avait demandé de rejoindre le bureau national avec un autre jeune entrepreneur, parce que j'étais un jeune à l'époque, j'avais même pas 40 ans, j'avais 36 ans, 37 ans, voilà, fin des années 90. Et un soir de réunion avec cet autre jeune entrepreneur, Marc Loisler, qui s'occupait des questions juridiques, donc moi des questions sociales, lui des questions juridiques, qui avait aussi un parcours pas de formation initiale paysage. Donc on était un peu les premiers à rentrer aux responsabilités à l'UNEP, à n'avoir pas fait une formation paysagiste pure. Voilà. Donc un peu une vision un peu différente. Et on dit au président, il faut qu'on réforme l'UNEP parce que ça va pas comme ça. On n'a pas assez de moyens, il faut professionnaliser. Le monde devient compliqué et donc c'est plus les élus, enfin les chefs d'entreprise qui donnent un peu de temps à l'UNEP qui vont pouvoir négocier, faire du lobbying, aller promouvoir des nouvelles lois dans l'intérêt de la profession. On commençait à avoir un peu de vision sur le fait que le vert commençait à être important pour les gens, et il y avait quand même on sentait bien qu'il y avait quand même un souffle un peu intéressant là-dessus, un peu début, pas de l'écologie, mais voilà, les questions commençaient à se poser. Et donc on lui a proposé de professionnaliser l'UNEP, voilà, en embauchant des gens, et puis en faisant un petit peu différemment, en disant on réforme, on fait plus des syndicats régionaux, mais il faut qu'un seul syndicat régional avec des antennes, un syndicat national avec des antennes régionales. Voilà, et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé à essayer de dynamiser l'UNEP, et avec quelques idées un peu novatrices. Voilà. Et puis donc, il y a eu Didier Leroux qui lui a succédé comme président. On était tous les deux avec Marc, vice-président de Didier. Puis on a continué, voilà, à avoir un certain nombre d'idées. Et puis, Marc voulait pas être président, c'était ou lui ou moi. Puis je me suis retrouvé président de l'UNEP en 2008. Voilà. Et voilà, on a fait pas mal de choses. On a fait les premiers chiffres du secteur, avoir un peu des statistiques. Voilà, on ne savait pas combien on était, on ne savait pas quel chiffre d'affaires globalement on pouvait représenter, parce que quand on veut faire du lobbying, aller voir le ministre de l'Environnement en disant « Attendez, nous, on pèse ça. C'est 150 000 salariés, 120 000, on ne savait pas le chiffre d'affaires qu'on représentait. » Voilà, donc on a commencé à sortir un peu des statistiques, enfin comme les grands, quoi. Ouais. Et puis... Voilà, et puis pour la vitrine de la profession, on s'était dit avec Marc, il faut vraiment qu'on ait un salon, quoi. Voilà, et donc et c'est comme ça qu'est venu Paysalia. Voilà. Avant de venir à Paysalia, tu t'inspirais de quoi pour faire monter justement le paysage avec l'UNEP? Est-ce qu'il y avait, je sais pas, une autre, l'industrie, l'ETP ou les choses comme ça qui faisaient déjà des choses, ou les US benchmark à l'étranger? Ouais, à l'étranger, l'Allemagne. j'imagine.
À l'Allemagne, ils étaient avec vachement en Marc, avance. un jour, on voit Marc Loiser, on était en Allemagne, reçu par le syndicat allemand. Mon beau-père m'en parlait, tu vois, le Bagel, ça s'appelait, le BGL. Et ils avaient d'abord un super salon aussi, qui s'appelle le Galabao. Et voilà, mais on était les voir et on s'est inspiré beaucoup. On n'est pas plus bête que les Allemands, quoi. Voilà. Et ouais, on a beaucoup, voilà. Ouais, les Allemands, un peu les Hollandais. Voilà, et puis un peu les autres fédérations professionnelles, mais c'était plus compliqué. Bon, il y avait le TP. Je m'étais un peu frité avec les gens du TP parce que quand on a fait la convention collective, dans le champ d'application de la convention collective, on a mis tout le paysage et puis la FNTP s'est opposée à notre convention collective en disant mais non, c'est chez nous. Mais vous rigolez quoi. Donc, voilà, donc j'avais été reçu à la FNTP, mais la FNTP c'était tellement gros qu'on n'était pas du tout dans les mêmes dimensions. Voilà, puis après non, c'était un peu nos idées, alors peut-être un peu plus comment fonctionnent les entreprises modernes. De dire voilà, la professionnalisation, c'était un peu pareil, c'est-à-dire que voilà, dans les années 80-90, le chef d'entreprise était à la fois DRH, comptable, directeur financier, directeur technique, etc. Puis au bout d'un moment, même une entreprise, une PME, tu as besoin de structurer, quoi. Je veux dire, tu peux pas tout savoir, quoi. T'es un chef d'orchestre, mais tu joues pas tous les instruments, quoi. Voilà. Ou tu es le metteur en scène, mais tu n'es pas metteur en scène, acteur, etc. Donc voilà, donc il faut des professionnels là-dessus. Voilà, donc un délégué général, voilà, qui est un politique ou qui a travaillé avec les politiques. Voilà, un véritable directeur de cabinet, quoi. C'était le type. Voilà, puis qui savent faire des dossiers, qui savent, voilà, quand on parle d'éléments de langage, par exemple, voilà, donc avant, voilà, le président de la région machin allait voir le député truc, mais parlait de machin, de ce qu'il avait envie, de ce qu'il avait vu dans son entreprise, mais il n'y a pas d'éléments de langage pour défendre la profession. Voilà, donc on a structuré sur tout ça, quoi. Ouais, comme ça tout le monde utilise la même chose et c'est beaucoup plus clair pour tout le monde. Je comprends. Bon, après, on est une petite profession, hein, c'est pas non plus une grosse profession, sauf que notre point fort, ça a été cette convention collective. Et la reconnaissance des fédérations professionnelles et de la profession, c'est parce que le fait qu'elle ait une convention collective. Tu verras des tas de fédérations qui sont un peu autour de notre métier, mais elles sont gentilles, mais elles dépendent d'une convention collective qui n'est pas là, elles ne la maîtrisent pas. Quand tu maîtrises ta convention collective, ça fait une unité parce que les fédérations professionnelles, c'est aussi voilà, d'avoir une unité en termes des collaborateurs et des salariés. Quand on est très pourvoyeur d'emploi. Hein, on est quand même dans une profession où voilà, on a besoin des hommes. Hein, on fait pas de l'achat et de revente. Hein, on a besoin des pépiniéristes pour acheter des végétaux et les rendre, mais on est des sociétés de services et donc par définition, voilà. Et à un moment donné, j'avais milité d'ailleurs pour que, sur les problèmes fiscaux, etc., mais qu'il y ait un indicateur important, c'était le chiffre d'affaires par salarié dans les entreprises. C'est une notion que personne n'utilise. Il y a un peu le quotient familial en fonction du nombre d'enfants que tu as, etc. Mais moi, je voulais qu'il y ait un peu l'histoire du quotient familial pour les entreprises. C'est-à-dire que plus ton chiffre d'affaires est petit par nombre de salariés, plus tu devrais être aidé en termes fiscal et social. Parce que voilà, tu as des entreprises qui vont faire 10 millions de chiffre d'affaires avec 3 salariés. Voilà, évidemment, quand tu as un téléphone et puis tu fais de l'achat et de la revente au téléphone, bon, c'est voilà. Et puis nous, le chiffre d'affaires par salarié, c'est plutôt 60-70 000 euros, hein, l'ordre de grandeur. Et encore, quand tu fais de l'entretien, c'est un peu plus bas. Mais par rapport au chiffre d'affaires généré, le nombre d'emplois que tu crées, c'est quand même assez énorme. Et cette idée n'a jamais été reprise. On fait appel à nos gouvernants qui cherchent des idées en ce moment, mais voilà, on parle des entreprises, taxer les entreprises, les riches, etc. Mais il y a un indicateur important, c'est voilà. Qu'est-ce que crée l'employé combien je génère d'emplois par rapport au chiffre d'affaires que je fais, quoi. Voilà. Tiens, ça c'est intéressant. Ouais, j'avoue, c'est sûr. Comment t'es arrivé à fédérer les... comment dire ? Quand t'es arrivé chez Tarvel, j'imagine que ceux qui étaient là dès le début se sont dit mais qu'est-ce qu'il vient foutre là, lui ? Et comment t'as réussi à un peu les fédérer derrière Tarvel ? Après, il me semble que vous avez racheté d'autres entreprises. Comment t'as fait pour vraiment créer une plus grosse entreprise ? Vous avez changé de nom ?
Comment ça s'est passé un peu tout ça? Faut que tu apportes quelque chose de nouveau. Et en gros, c'est derrière le mot important, c'est innovation. D'accord. Mais les innovations, on parle toujours innovation, on pense toujours innovation technique. Technologique, ouais. Tel matériel, l'usine. Ouais. Non. Les innovations, c'est dans tous les domaines. Les innovations, ça peut être des innovations commerciales, ça peut être des innovations techniques, ça peut être des innovations en marketing, c'est des innovations sociales. Sociales, ouais. Et celle-là, elle est hyper importante. Ouais. Et voilà. Et donc tout ce que tu peux apporter qui va faciliter la vie de tous les jours des collaborateurs. Voilà. Des premières innovations alors, qui avaient fait à l'époque parler beaucoup de moi, etc., dans le métier et puis même au-delà, c'est que je voyais ces collaborateurs qui faisaient des rapports de chantier à la main. Ils ramenaient, parce que comme on faisait de l'entretien, il fallait un peu savoir où on en était. Donc on avait fait, il y avait quelqu'un, je sais pas quoi, un consultant qui était venu dans l'entreprise et puis qui avait inventé les rapports de chantier. Alors d'ailleurs c'est très drôle parce que quand il y a eu l'école d'ingénieurs l'ITIAP qui a été créée de la profession là, qui est à Lille, les travaux de fin d'études, il y a un nombre d'élèves ingénieurs qui sont arrivés dans les entreprises et qu'on travaillait sur un sujet, les prix de revient, et en fait, à l'arrivée, le résultat du travail de fin d'études, c'était j'ai créé la fiche de rapport de chantier. En fait, c'était à peu près toutes les mêmes. En gros, il fallait mettre le nom de l'équipe, le matériel qu'ils avaient utilisé, puis le nombre d'heures qu'ils avaient passé à faire tel ou tel chose. Bon. Pas compliqué, ouais. Bref, c'est pas compliqué. Sauf que, oui, quand tu es ingénieur, que tu as fait un BTS ou une prépa avant et que tu fais un rapport de chantier, tu dis, c'est facile. Sauf que les mecs ont tous oublié que c'était quand même des gens qui étaient ouvriers et qui, et encore aujourd'hui, mais encore plus à l'époque, ne savaient pas forcément lire et écrire. Et donc, tu donnais affaire à remplir des fiches à des gars, et des filles aussi, mais essentiellement des gars quand même, qui ne savaient pas écrire. Et donc, tu les mettais en difficulté. Et moi, j'ai vu des gars, en observant, parce que l'observation, qui ramenaient ça chez eux, pour que ce soit leurs femmes qui remplissent le rapport de chantier le soir quand ils rentraient, pour le ramener demain matin, pour le mettre dans le casier où on devait mettre la fiche. J'ai vu un jour, on travaillait avec Rambo, le type il a écrit Rambo, R-A-M-B-O, quoi. Et après tu passes cette fiche à saisir à l'assistante, à la secrétaire, mais le gars, il appelle le chantier comme ça, alors que le conducteur de travaux l'appelle comment, et puis le client appelle le chantier un peu différemment. Donc, par exemple, dans les copropriétés, par exemple, il y a les noms des copropriétés. C'est les noms des copros, le mec il met le nom de la rue dans laquelle il était, parce que comme il y va. Donc, tu avais plein d'erreurs, plein de choses comme ça. Et donc, j'aurais dit, un jour j'arrive, je leur dis, on va donner en réunion des conducteurs de travaux, qui est un peu la réunion de la direction, je leur dis, j'ai inventé un programme informatique et c'est nos ouvriers qui vont faire les rapports directement sur l'informatique. Les mecs n'avaient pas d'ordinateur encore à l'époque, les mettaient complètement tarés, l'informatique, etc. Et donc j'ai créé les premières bornes à écran tactile dans l'entreprise. Voilà. J'ai eu des bornes à écran tactile chez Tarbell avant qu'il y en ait dans les gares SNCF. Ok. Voilà. Et donc je suis arrivé un jour à un dépôt et on avait créé avec un alternant un programme informatique qui permet de saisir les rapports directement. Voilà. Donc il y avait des grosses touches sur l'écran parce qu'ils avaient des droits. Des gros doigts. Et c'était que des numéros parce qu'en fait les personnes qui savent pas lire et écrire connaissent les chiffres. Ouais. Ok, je vois. Donc ils avaient leur code. Voilà, je suis le numéro 123, tac, tac. Et puis, qu'est-ce que tu as fait? Donc, oui, non, etc. Le nombre d'heures. Ah oui, là, j'ai mis 7 heures, j'ai commencé à quelle heure, etc. Et donc, je suis arrivé dans le dépôt, je me rappelle toujours. J'ai pris un peu le délégué syndical, qui est un peu le leader. Béchir, il s'appelait, un garçon extraordinaire. Et j'ai dit, tiens, viens, je vous ai inventé une machine pour faire les rapports. Ah ouais, super. Il me dit, tac, tac. Et c'est lui qui a montré à tous les autres après. Et il a transféré. Et au bout de 8 jours, 2 semaines, t'as tout le monde qui faisait la queue derrière la machine. Ouais, pour l'utiliser. l'utiliser. C'était pas pour l'utiliser. Et j'ai même vu un samedi, je me promenais dans le dépôt et il y avait un gars qui était venu avec sa femme et ses enfants pour lui montrer qu'il faisait de l'informatique. Wow. Et donc, tu vois, ça, l'effet numéro 2, c'était la valorisation des mecs. Ouais, ça, c'est clair. Et les innovations, quand tu amènes des innovations qui facilite la vie aux collaborateurs, mais en fait, c'est une valorisation qui est énorme. Ouais, c'est sûr. Voilà. Et là, alors après, on va parler dans les canards professionnels, etc. Je me rappelle, j'avais eu le directeur informatique de chez Bouygues qui m'a entendu parler de ça. Il m'a dit venez-vous là un peu, montrez-moi ce que. Voilà. Bon, je savais pas.
J'ai dit mais c'est pas à vendre parce que je voulais pas me mettre dans l'histoire de vendre de l'informatique, ça m'intéressait pas. Et... Voilà, donc c'est des aventures comme ça qui sont super sympas, quoi. Ok. Voilà. Donc on parlait du salon Paysalia. Tu l'as créé. Comment s'est arrivée cette idée? Alors, il existait dans les années 90 un salon qui s'appelait Urbavert à Paris, plutôt organisé par un organisateur de salon, mais c'était un doux mélange des collectivités, etc. Parce que bon, la particularité de notre métier, ça reste le dernier métier qui est encore avec des collaborateurs en régie dans les collectivités. Hein. On estime qu'il y a à peu près aujourd'hui 130 ou 140 000 collaborateurs dans l'entreprise privée, mais il y a encore 80 ou 90 000, bon, on ne sait pas exactement, collaborateurs dans les services espaces verts des villes. Et donc ce salon à l'époque était à la fois pour les villes, à la fois pour les... Voilà. Et nous on avait toujours cette idée de créer un salon à l'UNEP, mais bon, on avait fait un ou deux essais, ça n'avait pas marché. Et puis, c'est comme tout. Donc, quand je suis arrivé président, j'ai écouté, on prend le taureau par les cornes, mais professionnalisation. C'est pas notre métier, le salon, mais on va prendre l'entreprise ou les entreprises françaises qui savent organiser les salons. Bon. Et puis très rapidement, je me suis aperçu, alors je me suis un peu intéressé au monde du salon. Puis comme on est à Lyon, on a quand même une très belle entreprise qui s'appelle GL Events, qui est lyonnaise. Voilà, j'avais un ou deux copains qui travaillaient chez GL Events. Je leur ai dit tiens comment c'est les salons, etc. Ils m'expliquent et il me dit écoute comme c'est un démarrage de salon, que le métier c'est quand même pas très très riche, c'est pas l'industrie. Il me dit fais gaffe, si c'est à Paris, les mètres carrés d'expo à Paris, c'est 2 fois le prix qu'à Lyon. Donc si tu peux arriver à faire venir à Lyon, puis en plus comme GL gère Eurexpo, on me dit on arrive à packager les trucs. Voilà, je me suis un peu bagarré avec les Parisiens qui voulaient que ce soit à Paris, etc. Alors il y a les Bordelais qui ont dit non pas à Lyon, on ne viendra jamais, on boycotte, etc. Ah ouais. Et du coup, voilà, et on a créé le salon Paysalia, la première édition, je crois que c'était 2009. J'ai été élu en 2007 et c'était à l'UNEP et 2009. Je lui ai dit allez on y va tout de suite, on fonce, on a mis la pression. Donc GL Events a créé une équipe dédiée Paysalia. Voilà, premier salon de 2009 et qui a marché, qui a tout de suite pris. Alors c'était un petit salon, il y avait un demi-hall d'Eurexpo. Okay. Et cette année, il a bientôt je crois qu'il y a 3 ou 4 halls d'Eurexpo qui est plein, donc il a beaucoup progressé. Ouais. Voilà. Et puis un jour, en discutant avec le patron de GL Events, Olivier Ginon, un type qui fait partie de ces types qui ont une vision extraordinaire. Et en fait, son salon de cœur, c'est le CIRA, c'est le salon des métiers de bouche. Ouais. Là, tu vois, on va revenir à l'histoire des 5 sens. Et puis, je dis, on débriefe pour le premier salon. Après le premier salon, elle me dit, ouais, bon, c'est bien, très bien. Et il me dit, mais il faut qu'on fasse mieux. Je dis, mais qu'est-ce qu'on peut faire mieux? Il me dit, écoute, regarde comme pour le CIRA. Ce qui a fait développer le CIRA, il n'est pas connu. Par contre, l'événement qui a lieu pendant le CIRA, le Bocuse d'Or, c'est le truc qui est connu. Et il me dit, c'est ça qui tire le CIRA. Parce que les gens viennent pour le Bocuse d'Or, ils sont au CIRA, etc. Il me dit, il faut qu'on trouve, il faut qu'on invente, en gros, le Bocuse d'Or pour le paysage. Et c'est pour ça que la deuxième édition, on a créé le Carré des Jardiniers. Et là, ça a été assez génial. Et il me dit, est-ce qu'on pourrait faire... voilà, on discute, voilà, ça ne dure pas très très longtemps, mais bon, c'est autour d'une bouffe, bien évidemment. Et puis, je lui dis, attends, moi, le jardin, je lui parle de l'histoire des 5 sens. Elle me dit, super, et dans le jury, on va mettre 5 professionnels, et puis on va faire 5 personnalités extérieures qui vont représenter les 5 sens. Bon, Olivier connaît toute la terre entière, et du coup, donc pour le toucher, on a pris une sculpteur. Voilà, pour la vue, on a pris un journaliste connu. Pour Louis, c'est un chef d'orchestre. Il me fait venir un chef d'orchestre, Dimitri, je ne sais plus comment il s'appelait. Génial, quoi. Voilà. Pour la vue, donc un journaliste, ça je l'ai dit. Oui, pour l'odorat, un nez d'une grande boîte de parfum, quoi. Voilà. Et puis il me dit, et pour le goût, on va prendre un grand chef cuisinier. Et là, il nous amène Régis Marcon, quand même. Voilà, qui a été président du Bocuse d'Or et dont le fils a gagné le dernier Bocuse d'Or l'année dernière. Enfin, cette année même. Okay. Voilà. Régis Marcon, c'est le plus beau 3 étoiles. Voilà. Ah oui. Bientôt, je pourrais manger là-dedans. Voilà. J'espère. Voilà. À Saint-Bonnet-le-Froid.
Saint-Bonnet-le-Froid. En Haute-Loire. Ouais, c'est pas loin d'ici. Hein, Ok. Faut le faire. Tout autour du champignon. Un type extra. Tout autour du champignon. Ouais. Même les desserts, il y a des champignons dedans. Ah, ok, trop bien. Ah ouais. Bon bref, voilà. Et donc, c'est comme ça qu'on a créé le Carré des Jardiniers, et voilà. Et donc, qui fait aussi la notoriété du salon, voilà. Donc, et donc c'est marrant parce que moi j'ai toujours comparé cette profession pour la pousser un peu à deux autres professions. C'est d'un côté la bouffe, parce qu'en fait, avant Bocuse, les chefs cuisiniers étaient peu connus. Ouais. En fait, voilà. Mais voilà, par le Bocuse d'Or, par les concours. Bon, alors il y avait le guide Michelin qui connaissait les restaurants. Puis l'autre, c'est la haute couture. La haute couture, il y a des noms. Parce que notre problème, c'est que dans notre métier, il n'y a pas de grands noms. Non, pas vraiment. Voilà. Enfin, il y en a qui ne vont pas aimer que je dise ça, mais quelques paysagistes qui croient qu'ils sont connus, mais dans dans la haute couture, il y en a plein, quoi. Voilà, dans la population, tu fais un sondage, tu vas à Place Bellecour, t'interroges, donnez-moi le nom d'un paysagiste connu, on va te sortir le nôtre, voilà, dont on a fêté le 400e anniversaire de la mort il n'y a pas très longtemps. Voilà, donc, tu vois, c'est quand même un peu... voilà. Donc on n'a pas de... Voilà. Donc l'idée, elle était de sortir, bon, alors, il faudra du temps, hein, des noms, parce qu'on n'a pas de leader vraiment reconnu de la profession. Voilà. Alors il y en a, je ne vais pas les citer, parce que sinon je vais faire des... Je vais vexer des gens, mais... je dis dans la population, dans le... Voilà. Il y a une marge de progression, quoi. Ah ben énorme. Voilà. Énorme, ouais. Énorme. Ok. Et tu t'es aperçu de la progression de l'innovation dans le paysage grâce à ce salon ? Oui, oui. Puisque, alors, l'innovation dans ce salon, elle est surtout technique. Hein, d'abord parce que le métier s'est beaucoup développé. Hein. Globalement, le chiffre d'affaires de la profession, c'était aux alentours de entre 1 et 2 milliards dans les années 2000. C'est plus de 8 milliards aujourd'hui. D'accord ? Donc, bon. Donc on a commencé à avoir aussi des industriels qui ont commencé à s'intéresser à cette profession. Donc en matière de matériel, ça a beaucoup évolué hein, dans tous les domaines, y compris dans l'ergonomie, des choses. Voilà, dans tout le matériel d'entretien, donc tout le matériel portatif, électrique. Hein, y a tout ça dans l'aspect matériel. Alors dans la partie végétale, alors c'est vrai que les pépiniéristes ont toujours innové, mais il y a eu pas mal encore d'innovation, d'adaptation des végétaux au sol, etc., aux maladies. Hein, quand tous les platanes de toutes les communes de France ont commencé à mourir avec le chancre coloré, on a, avec l'INRA, une pépinière qui a trouvé un platane qui résistait au chancre coloré, etc. Donc après, voilà, et les innovations, puis après, les innovations en termes sociaux, on va les retrouver aussi à Paysalia. Hein, c'est voilà, des outils de gestion, tout ça. Donc effectivement, le salon permet de beaucoup présenter ces innovations. Puis il y a un concours d'innovation qui est présent à Paysalia chaque année. Et puis voilà, puis en matière de respect de l'environnement, ces 15 dernières années, ça a beaucoup progressé, quoi. Ouais. On a beaucoup de propositions pour être beaucoup plus vertueux, même si on est encore loin d'être à l'optimum. Et alors je dis pas que c'est Paysalia qui fait tout, mais au moins Paysalia, ça permet de rassembler. C'est aussi pour ça que c'est tous les 2 ans, parce que en d'une année sur l'autre, il n'y en a pas suffisamment, mais tous les 2 ans, il y a voilà. Et l'innovation, pour revenir à la question départ, ce qu'on apportait quand tu viens un peu d'un monde extérieur, mais l'innovation, elle est toujours pour faire gagner ou du temps ou du confort aux collaborateurs, et puis surtout proposer des choses nouvelles aux clients. Ouais. C'est-à-dire que si tu n'innoves pas, tu n'arrives pas à te démarquer de tes concurrents. Ouais. Alors il y a l'innovation globale pour la profession, pour faire progresser tout le monde, puis après tu as tes innovations propres à toi, pour faire avancer. Mais tu vois, l'innovation sociale, moi j'ai gagné des marchés d'entretien en particulier grâce à mes histoires de bornes avec Rentactile. Alors on va se dire, mais qu'est-ce qu'on en a à faire que vos gars fassent des rapports informatiques, moi client ça ne me porte pas. Oui, sauf monsieur le client, c'est qu'avec toutes les informations que j'ai, je vais pouvoir vous en redonner. Et donc on a été les premiers à dire, quand on a une intervention,
tout de suite le soir, vous avez un petit rapport par mail qui vous dit on a fait ci, ça, etc. Après, quand on utilisait les produits phyto, voilà, on tenait compte de la météo, des choses comme ça. Donc, et voilà, et donc, le client, la traçabilité. Ouais. Et là, on était les premiers à faire pour les clients, alors surtout en entretien, de la vraie traçabilité immédiate. Et là, on était... voilà. Alors après, les confrères, tout de suite, comme ils se faisaient piquer les marchés, ils ont fait pareil. Donc, du coup, voilà, tu tires un peu la pression. Puis des fois, moi, je voyais des confrères qui avaient fait une innovation auquel nous, on n'avait pas pensé. Mais pourquoi on n'y a pas pensé? Faut la prendre direct. Tu cours, puis tu essaies de faire mieux. Voilà, et puis voilà, c'est la compétition. Ouais. Mais c'est une compétition qui est saine. Mais tu ne gagnes des marchés, voilà, que... Voilà. Une innovation à un moment donné qui est commerciale ou stratégique, c'est que à un moment donné, donc on voyait l'entreprise numéro 1 qui s'appelle Idéverde en France, qui est le seul groupe important, enfin en tout cas qui est le leader et de loin, et qui avait une couverture nationale. Bon, et puis nous on était régional. Et puis je me suis dit, alors ça datait des années 2000, au début des années 2000, je dis, il faut qu'on fasse attention parce qu'un jour il va y avoir des marchés nationaux. Voilà, il va y avoir des grands groupes qui vont faire des appels d'offres pour tous leurs sites en France. Ouais. Et on va être, voilà, ça va pas être bon, et donc Idéverde va récupérer tout ça. Donc ils vont encore on court derrière, etc. Et donc là, j'ai créé un réseau, voilà, qui s'appelle Exaver, avec une petite dizaine des leaders régionaux. Voilà, je leur ai dit, on se regroupe ensemble, voilà, on se marche pas sur les pieds, on n'est pas concurrents, et puis on va, voilà, et puis et on a fait pas mal de rendez-vous, mais en fait on prenait beaucoup de plaisir à se recevoir les uns chez les autres, donc on faisait un peu de benchmark. Et à chaque fois que tu allais visiter, tu prenais une idée, tiens, lui, il fait ça, c'est vachement bien, tac, on venait, etc. Puis puis on a fait un groupement d'achat, c'est-à-dire qu'on se groupait pour faire des achats, etc. Bon, c'était intéressant. Mais il n'y avait jamais eu de marchés nationaux. Et puis en fait, marchés nationaux, le premier qui est sorti, ça devait être il y a 10 ans maintenant, je pense que ça devait être 2015 par là. Premier marché national d'entretien d'espace vert, le groupe Suez, qui lance un appel d'offres pour ses 8 000 ou 9 000 sites en France. 9 000. Alors c'est 8 ou 9 000 parce qu'eux-mêmes ne savaient pas combien ils avaient de sites à entretenir. D'accord. On n'avait même pas un tableau Excel avec les adresses machin. Mais le Suez, ils font de la flotte et puis des poubelles. Donc en fait, les centres d'enfouissement ou les déchetteries, ils savaient où ils étaient. Mais les puits de captage dans les monts du Lyonnais, il y avait juste le surveillant de travaux qui savait où c'était, etc. Voilà. Et donc, voilà. Et du coup, on a remporté cet appel d'offres parce qu'on avait préparé ce groupement depuis 15 ans. Et c'est une innovation de se grouper intelligemment pour pouvoir répondre à un client. Et ça a plu au groupe Suez, effectivement, que c'était un réseau de PME organisé qui pouvait répondre à tout ça. C'est comme ça que Terre Idéal est sorti de terre? Non, alors, Terre Idéal, non, ça n'a pas grand-chose à voir. On a eu une crise en 2008, la crise de subprime. Voilà, et donc dans tous les métiers de la construction globalement et des espaces verts, la crise on l'a ressentie 2 ans après. On a toujours un décalage quand il y a une crise financière. La crise financière, donc l'immobilier commence à se casser la gueule, donc moins de travaux. Ouais. Et donc nous, et l'année très très difficile, c'était 2010. Voilà. Et ma belle famille n'a pas a pris la décision, a pris un peu la trouille et a souhaité céder l'entreprise. Voilà. Et donc, l'entreprise a été cédée, alors avec des gens avec qui que je connaissais, qui avaient une boîte de paysage à Paris, enfin une boîte de TP et une boîte de paysage qui s'appelait le groupe Cegex. Voilà. Et donc Cegex a racheté l'entreprise. Donc moi j'ai intégré la direction générale de Cegex. Je suis devenu directeur général du groupe, à m'occuper plutôt de la province, puisque depuis on s'était un peu développé en faisant des croissances externes. Et oui, d'ailleurs, je reviendrai sur les croissances externes, puisque là, c'est la croissance externe, mais dans l'autre sens. C'est l'entreprise Tarbel qui a été vendue. Voilà. Et puis après, on a décidé de faire une marque commune, et c'est comme ça que Terre Idéal est né. Et donc, Terre Idéal est devenu le nom de toutes les entreprises ex-Cegex, qui s'appelait Agrigex à Paris, qui s'appelait, etc., Tarbel à Lyon. Et donc, on a voulu que tout le monde s'appelle pareil. Ouais. Voilà. Et donc là, on est devenu un petit groupe, une ETI, puisqu'on est passé de ce statut un peu de PME Tarbel avec 200, 300, 400 collaborateurs. Donc Tarbel à l'époque c'était 400. En 2013 on a fait le rachat. Cegex à l'époque c'était 900 collaborateurs.
Voilà, et donc à 1300 collaborateurs, là tu prends un autre statut, c'est le statut d'entreprise de taille intermédiaire. Ok. Voilà, bon, avec voilà, un peu plus gros là-dessus. Voilà. Alors nous, on avait grossi, effectivement, on en était resté au moment de la zone franche à Vaux-en-Velin, on était passé à 200, 250 collaborateurs. Et puis, le fait que j'avais proposé à l'UNEP la convention collective, j'avais un peu cette réputation qui, en termes social, on avait des vraies valeurs à l'entreprise. Et c'était une époque où beaucoup d'entreprises ont été créées dans le début des années 60. Le métier est un peu né dans ces années-là. Et donc, toutes des personnes qui arrivaient un peu à l'âge de 60 ans dans les débuts des années 2000 et qui souhaitaient céder leur entreprise. Voilà. Et comme c'était des gens qui étaient à l'UNEP et qui voyaient de la manière dont on avait ce rapport avec le social intéressant, venaient nous voir parce que finalement, on s'apercevait que quelqu'un qui partait à la retraite, qui voulait céder son entreprise, c'était pas le temps de faire le plus de pognon, mais c'était que ses salariés, que l'entreprise puisse perdurer et que ses salariés soient bien traités. Ouais. Et en fait, ils nous appelaient tous et ils voulaient tous se vendre Intervel. Ok. Voilà. Donc c'est comme ça que j'ai dû faire une trentaine, j'ai compté l'autre jour, je crois que j'en ai fait 32 ou un truc comme ça, de petites croissances à droite à gauche, jusque dans l'est de la France, Vittel, dans le centre de la France, à Bourges. Ok. Voilà, ça devait être intéressant d'aller rencontrer tous ces chefs d'entreprise et toutes ces entreprises. Ouais, mais c'est pas simple la croissance externe. J'imagine. Ouais, c'est pas simple parce que c'est pas simple parce que tu changes un peu les habitudes. En fait, il faut mettre tout de suite ta patte dessus et là, tu as le prix que tu vas payer, etc. Bon, après, c'est des discussions, c'est une négociation. Mais après, on néglige beaucoup le coût que va coûter l'intégration de l'entreprise dans la plus grosse, quoi. Ouais. Voilà. À mettre toutes les process en place, etc. C'est un travail énorme et qui mobilise beaucoup d'énergie des collaborateurs de l'entreprise pour aller intégrer l'autre. Voilà. Et en fait, il y a... je suis assez mitigé sur ce sujet-là, avec le recul. Voilà. Quand j'en ai fait, j'étais content, je les faisais, etc. Aujourd'hui, je ne suis pas certain que ça soit la meilleure solution pour développer une entreprise. Ah ouais, ok. Voilà. Je me posais cette question, est-ce que tu as un dilemme intérieur sur tout ce qui est écologique et faire attention à la nature, etc. et la croissance économique d'une grosse entreprise du paysage? Est-ce qu'il y avait quelque chose comme ça en toi? Alors moi, j'ai pas de dilemme du tout. Vraiment pas de dilemme du tout, parce que je pense que le sujet, qu'il soit politique ou dans certaines boîtes, est très mal posé. Voilà. Et je te prendrai l'exemple des Gilets jaunes. L'important, c'est pas que l'environnement. L'important, c'est le développement durable. Et le développement durable, il repose sur 3 piliers. Le respect de l'environnement, le social et l'économique. Et si tu veux que ça fonctionne, il faut toujours penser à cet équilibre entre les 3 sujets. Si tu fais que l'environnement, exemple, d'où vient la crise des Gilets jaunes? On dit ouais, le gasoil c'est pourri, on va arrêter le gasoil, machin, donc on va augmenter, pour que les gens arrêtent le gasoil, on va augmenter les prix du gasoil. Donc on appuie sur le levier environnement. Voilà. Sauf que en augmentant les prix du gasoil, le prix économique, mais l'économique, on a oublié de penser au social, que les types, ils prenaient leur bagnole tous les matins, qu'ils mettaient du gasoil, et que ceux qui ont des voitures encore au gasoil et des vieilles voitures, c'est ceux qui habitent loin, qui n'ont pas forcément des gros moyens, et donc là, on a fait une crise. Ouais. Voilà. Donc en fait, chaque fois qu'on appuie sur un de ces leviers, voilà, tu as des dirigeants qui font tout pour gagner le plus de pognon. Donc on n'appuie que sur le levier économique. On ne pense pas au social, on ne pense pas à l'environnement. Voilà. Tu as des syndicats qui veulent dire ouais, il faut augmenter le SMIC, machin. Donc on n'appuie que sur l'aspect social, mais on ne pense pas à l'aspect économique de mettre en danger les boîtes, etc. Donc en fait, c'est ce doux équilibre. Voilà. Et puis en plus, normalement, en même temps, tu as le 4e pilier qui est plutôt le sociétal, ou, voire même le culturel, on va dire. Et donc, dans l'entreprise ou dans toute organisation, que ça va jusqu'à un État, c'est cet équilibre-là qu'il faut penser. Voilà. Et moi, j'ai toujours pensé qu'il ne faut pas qu'il y ait un ministre de l'Environnement
il faut pas il faut que ça doit être le Premier ministre ou le président, peu importe du pays, qui s'occupe du développement durable. Et en fait, dans toutes les entreprises qui ont bien évolué, c'est parce qu'il y avait une sensibilisation du dirigeant ou des dirigeants à cet équilibre-là important. Voilà. Le respect de l'environnement, oui, mais le respect des sociales et des hommes qu'il y a dedans, voilà. Et puis, il faut que l'entreprise, elle vive. Sans économie, ça ne marche pas, quoi. Ouais, c'est sûr. Toi, ça t'intéresserait une carrière politique là-dedans, sur le paysage, sur l'environnement, sur le développement durable Alors, j'ai fait un peu de politique. J'ai été élu local très intéressant. J'étais président d'une communauté de communes dans l'ouest lyonnais. La politique locale est intéressante. Alors, c'est très formateur. Voilà. Après, c'était une époque où c'était quand même plus facile pour les collectivités locales. Voilà, c'était le début des communautés de communes. Il y avait un peu des moyens, etc. C'était très sympa. Très formateur. Voilà, je fais des choses intéressantes en matière d'urbanisme, des choses comme ça. Et après, c'était juste avant que je devienne président de l'UNEP, et donc dans la foulée, je suis devenu président de l'UNEP, et président d'une fédération professionnelle, c'est un peu de la politique. C'est vrai. D'accord. C'est la politique au sens étymologique du terme. Politique, ça veut dire organisation de la cité. L'organisation de la cité. Donc, quand tu participes ou que tu représentes une profession, alors surtout une profession des jardiniers, qui s'occupe d'aménager des parcs, des jardins pour les collectivités, pour les entreprises ou pour les particuliers, tu participes à la politique. Et là, voilà, tu côtoies les cabinets des ministères, des ministres, puis tu essaies de faire passer ton sujet. Et je pense que c'est bien plus profitable et intéressant quand tu es dans ce sujet-là que de... Voilà. Après, la politique, aujourd'hui, c'est quand même compliqué et ça donne pas très envie. Mais parce que en dehors de penser d'abord à eux et à leur carrière, et puis c'est devenu une profession. Voilà, je sais pas combien le pourcentage de députés qui sont des anciens attachés parlementaires, donc étaient attachés parlementaires du précédent député. C'est devenu profession. Bon, voilà, c'est pas des gens qui ont vu ce qui se passait sur le terrain. C'est bien qu'il y ait quelques chefs d'entreprise où... il y a une profession, par exemple, qui est jamais représentée en politique, c'est les cadres des entreprises. Même pas dirigeants, les cadres d'entreprise. Voilà, parce que c'est les mecs qui bossent, etc. Ils n'ont pas le temps de... Voilà. Ouais, alors, tu as des professions libérales, tu vois, des médecins, des avocats, quelques agriculteurs dans les campagnes, etc., qui peuvent. Voilà. Bon, tu as quelques dirigeants d'entreprise qui s'y frottent un peu parce qu'ils ont fini leur carrière, mais tu as toute cette population-là de cadres moyens, de cadres machin, qu'on voit jamais en politique. Et ces gens-là, ils vivent l'entreprise dans l'intérieur. Et donc, pour ça que je dis qu'aujourd'hui, les élus qui devaient être une représentation des citoyens global, il y a quand même beaucoup de parties de la population qui sont absolument pas représentées. Ouais, c'est sûr. T'as reçu la Légion d'honneur en 2015, j'ai vu ça. Il y avait Gérard Collomb, je sais plus qui te l'avait donné, mais c'était un ami à toi ou quelque chose comme ça. Qui l'avait remis. Qui l'avait remis, pardon. Qui te l'a donné, c'est le ministère. Ah, c'est le président de la République qui te la donne. Ouais. Ok. Ouais. Qu'est-ce que ça représente pour toi? C'est quand même quelque chose de fort, non? Ouais, c'est une reconnaissance. Alors les mauvaises langues disent quand tu reçois une médaille, ça permet qu'on te fasse ton éloge funèbre de ton vivant. Mais bon, c'est une boutade. Ok. Oui, parce que aux enterrements, il y a telle belle chose qui sont dites sur le mec qui est enterré. On aurait mieux fait de dire ce qu'on est en train de dire pendant son enterrement de son vivant, ça leur aurait fait plus plaisir. Bon, voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut dire aux gens je t'aime pendant qu'ils sont encore vivants et qu'on les aime quand ils sont vivants, et il faut pas hésiter à le dire. Bon, ça c'est une petite parenthèse. Non, en fait, en plus de l'UNEP, comme je parlais de 3 mots d'allemand et de 3 mots d'anglais, et je l'ai dit tout à l'heure, j'avais fait beaucoup de benchmark avec l'Allemagne. Et qu'en Europe, c'est les Allemands qui dirigent, de partout. Faut pas se leurrer. C'est pas négatif de le dire, mais voilà, parce qu'ils ont compris de l'intérêt de l'Europe, etc. Beaucoup plus que nous. Quand tu vas dans les couloirs de la Commission européenne à Bruxelles, il y a que des Allemands. Il y avait un peu des Anglais avant, mais maintenant ils y sont plus. Ouais, voilà. Et t'as très peu de Français. D'abord parce qu'on a un problème avec les langues.
pas ta génération, mais la nôtre en tout cas, on en avait. Ouais. Bon, moi je disais 2-3 mots d'allemand, 2-3 mots d'anglais, et donc les Allemands sont venus me voir et m'ont dit Emmanuel, il n'y a jamais eu de Français qui ont dirigé la Fédération européenne des entreprises de paysage, qui s'appelle l'ELCA, et internationale, hein, puisqu'on a quelques pays comme le Canada, le Japon, qui sont partie prenante. Et on m'a dit ça serait bien que pour une fois il y ait un Français qui soit au président, et donc je suis devenu président de l'ELCA. Voilà. Donc président de la Fédération européenne. Voilà, mais j'y étais pendant 9 ans. Voilà. Bon, je n'ai pas fait grand chose parce que c'était quand même compliqué de faire du lobby à Bruxelles sur défendre des dossiers. Bon, les pays européens n'étaient pas tous d'accord. Voilà, ouais. Les Français voulaient l'abaissement de la TVA. Les Allemands, qui ne sont pas paysagistes d'abord, mais qui sont d'abord allemands, disaient non, nous en Allemagne, la TVA, c'est tout le monde pareil. Donc, bon, ouais. On n'était jamais d'accord les uns avec les autres. Donc, on n'a pas fait. Le seul truc que j'ai fait, c'est d'arriver à enlever le siège de l'ELCA à l'Allemagne et de l'amener à Bruxelles. Bref. Mais par contre, ce qui était drôle, c'était. Quand j'étais président de l'UNEP en même temps pendant 3 ans, quand j'allais dans un ministère à Paris, avant j'étais reçu par les mecs du cabinet du ministre, mais quand je me présentais après comme président en plus européen, là c'était le ministre qui te recevait. Tu vois, j'imagine. Bon, ouais. Voilà, donc, voilà, et c'est le fait que j'ai été président pendant 9 ans d'une fédération internationale et européenne qui fait que le ministère de l'Agriculture a œuvré pour que j'ai la Légion d'honneur parce que j'ai représenté la France à l'étranger. Voilà. Comme un joueur de foot qui va faire la Coupe du Monde. Non, je rigole, mais... Voilà. Et c'était sympa. Et donc, et pour te remettre cette... voilà, donc je voulais que ce soit Gérard Collomb, parce que voilà, je voulais que ça soit à Lyon. Je l'ai fait, la remise, on l'a fait pendant... Tu choisis quand est-ce que tu l'as fait, où est-ce que tu l'as fait, et qui est-ce qui te la remet. Mais simplement, la règle, c'est que la personne qui te la remet doit avoir au moins la Légion d'honneur. Voilà. Ah. Et donc, je voulais que ce soit Gérard Collomb, parce que je voulais que ce soit à Lyon. C'était pendant Paysalia, donc il y avait évidemment beaucoup de monde. C'était à la mairie de Lyon. Et voilà. Mais Gérard Collomb ne pouvait pas me la remettre parce qu'il ne l'avait pas. Et à l'époque, il n'était pas encore ministre. Voilà. Et donc, c'est un confrère paysagiste qui avait la Légion d'honneur aussi, qui s'appelle Dominique Douard, qui a été président de l'interprofession. Voilà. Et voilà. Puis, bon, il me connaissait bien. Donc, voilà, dans les discours, il a pu y avoir quelques anecdotes sympathiques et croustillantes. Mais c'est vrai que c'est un moment c'est une reconnaissance. Là, c'était la reconnaissance de la profession. Ouais. C'est très plaisant. Et de la nation, quoi. Ouais. C'est sûr. T'as toujours plein de gens. Les médailles, machin. Ouais. Il y a toujours des gens pour critiquer. Hein. Ouais. Non, moi, je dis les médailles, c'est vachement bien. D'ailleurs, à ce sujet-là, en matière de management, mais on ne se rend pas compte, quand on fait une cérémonie dans une entreprise pour remettre les médailles du travail, la gratification, la reconnaissance que ça fait pour les collaborateurs qui reçoivent une médaille du travail. Médaille, ça paraît con, ça paraît militaire, ça paraît tout ce qu'on veut, mais c'est un symbole important pour la reconnaissance. Et on ne fait pas assez de reconnaissance des collaborateurs. Je suis bien d'accord. Voilà. Il faut reconnaître, il faut faire... Et la médaille, la médaille, c'est... Et les collaborateurs attendent ça, mais avec impatience. Alors les mauvaises langues disent mais parce que tu donnes un chèque en même temps que la... Mais non, je veux dire, c'est parce qu'il amène son épouse, ses enfants qui sont là, et regarde, j'ai reçu une médaille, quoi. C'est sûr, voilà. C'est sûr. La médaille. Voilà. Tu m'avais parlé d'une anecdote où tu avais pu écrire à Vladimir Poutine. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît ? Ça, ça fait le lien avec ce qu'on parle de l'international. Donc, je suis président de la Fédération internationale. Voilà. Et dans les pays associés aux pays européens, il y a le Japon, il y a le Canada et il y a la Russie. Bon. Et la Russie, chef d'entreprise, alors à Moscou, le chef d'entreprise de la plus grosse entreprise de paysage, mais il est aussi directeur du service espacial de la ville de Moscou. Bon, bref. Donc ça, à l'époque, c'était Poutine. Et donc, je suis invité, parce que je suis président européen, au ministère de la Culture, et le ministre de l'époque de la Culture, c'est Frédéric Mitterrand. Et paix à son âme, il est décédé. Et donc c'est un dîner au ministère de la Culture où il y a 3 tables.
on est une trentaine de personnes, autour du monde des jardins. Puisque, alors ça aussi, le jardin, c'est un peu compliqué pour nous pour faire du lobby, parce qu'on dépend en gros de 3 ministères. Les jardins, par exemple, les architectes paysagistes, les concepteurs du paysage, dépendent du ministère de la Culture, et tous les jardins historiques. Voilà. Nous, les entreprises du paysage, on dépend du ministère de l'Agriculture. Voilà. Puis en plus, tu as le ministère de l'Environnement, auquel il faut faire du lobby pour toute l'écologie, etc. Bon, bref, on est reçu au ministère de la Culture. Je suis à la table du ministre parce que je suis président européen, donc je suis parmi les invités. Et puis, bon, Frédéric Mitterrand, ce que je veux lui faire passer comme message ne l'intéresse pas vraiment, à l'économie, etc. Bon, bref. Donc, je vais me dire, le dîner va être long. Voilà. Et puis, en face de moi, il y a une dame, voilà, super sympa, Alix de Saint-Venant, et qui est collectionneuse de courges, de cucurbitacées. Ouais. Une fille extraordinaire, et que j'ai eu l'occasion de recroiser il n'y a pas très longtemps. Et elle me dit, mais monsieur Moni, vous êtes président européen, vous savez que en Russie, à Saint-Pétersbourg, il y a l'Institut Vavilov qui est en train de mourir parce que sur les collections de cerisiers et de pruniers, Vladimir Poutine, qui est lui originaire de Saint-Pétersbourg, veut faire une opération immobilière, ils vont tout raser, tous les pruniers en collection, c'est une catastrophe internationale. Moi, je ne sais même pas ce que c'est que l'Institut Vavilov, elle m'explique qu'effectivement, c'est la plus ancienne banque mondiale de collections vivantes, 350 000 variétés de céréales, de fruits et de légumes en collection vivante. En collection vivante, ça veut dire que, par exemple, la section qui collectionne les pommes de terre, c'est 8500 variétés de pommes de terre, où c'est dans des petites boîtes noires dans un hangar, et tous les années, ils replantent chacune des choses. Et elle me dit, c'est une catastrophe, vous qui êtes président européen, il faut que vous écriviez à Poutine pour qu'il arrête de faire ses bêtises. Je vais écrire. Alors, Vladimir Poutine, c'est pas le monstre, j'ai envie de dire, qu'on connaît aujourd'hui. Hein. Ouais, bon, c'est le président de la Russie. Bon, voilà, mais... bon, bref. Et donc j'écris à Vladimir Poutine, donc j'appelle mon secrétariat de l'ELKA, on fait une lettre, machin, et qu'on donne au... Et je dis, on va pas l'envoyer comme ça, parce que dans la boîte aux lettres du Kremlin, ça va pas le faire. Et donc j'appelle mon homologue russe, et je lui dis, tiens, tu peux faire porter ça à Poutine. Oh, pas de problème, on va t'indiquer en russe. Hop. Et donc, voilà. Et donc, et j'ai toujours dans mon ordinateur la copie de la lettre que j'ai envoyée à Poutine. Il m'a jamais envoyé de réponse. Ah. Mais quand même. Quelques années plus tard, à Lyon, je rencontre le CRBA, Centre de recherche de botanique appliquée, et donc un garçon, Stéphane Croza, un garçon extraordinaire, et qui... parce qu'on fait à Porte des Alpes, il y a un hôtel, et on veut faire un jardin potager. On a commencé à faire un peu des jardins potagers avec l'entreprise, Intervel. Et on essaie de mettre un peu des légumes anciens, etc. Et on tombe sur le CRBA qui collectionne des légumes anciens, etc. Une vraie collection. Et je rencontre ce garçon, Stéphane Croza, donc ethnobotaniste, donc un mec qui va gratter au Palais des Papes quand il y a des travaux à Avignon pour savoir ce que les papes, quand ils étaient à Avignon, mangeaient comme légumes. Donc c'est vachement intéressant. Puis bon, il me racontait, puis je dis, mais... donc c'était 3-4 ans après cette anecdote chez Frédéric Mitterrand. Je dis, mais vous connaissez l'Institut Vavilov ? Et vous connaissez l'Institut Vavilov ? Il dit, mais attendez, monsieur Moni, l'Institut Vavilov, c'est le rêve de tout ethnobotaniste d'aller à l'Institut Vavilov. Ah ben je dis, moi ça m'intéresse, vous voulez qu'on y aille ? Et voilà. Et donc on crée une petite équipe, lui avec 2-3 personnes, moi avec 2-3 collaborateurs d'entreprise. Et donc j'ai une collaboratrice, Azita, dont la maman est russe, je crois, et qui parle russe. Je lui dis, écoute, t'appelles là-bas et t'essaies de nous donner un rendez-vous. Et nous voilà, toute la petite équipe, on prend un billet d'avion, on réserve un hôtel à Saint-Pétersbourg, et nous voilà à l'Institut Vavilov le lundi matin, on arrive le dimanche, lundi matin à 9h, et on est reçu par le directeur des relations extérieures. Bon, en gros, un mec du KGB qui vérifie que... Vous n'êtes pas des espions, quoi. Mais, du KGB, j'exagère un peu, mais bon, le mec qui nous questionne, hein, un peu dur, et bon. Et puis au bout d'un moment, on comprend en fait qu'il nous questionne parce qu'il a eu 2-3 déboires avec des équipes françaises. Voilà. Dont une équipe de TF1 qui était venue faire un reportage et qui n'ont jamais pris le soin d'envoyer le reportage en question à l'Institut là-bas. Tu vois, c'est un peu, paf, TF1 après un coup. Là. Voilà. Et on est resté une semaine
à découvrir cet institut Vavilov. Et là, on rencontre effectivement des gens. Et donc, je me présente et j'explique que je leur dis, mais il y a quelques années, vous avez eu un problème. Ah ouais, monsieur Poutine voulait tout raser, etc. Et elle me dit, la pression internationale a fait que, finalement, ils ont arrêté ce projet. Voilà. Et j'explique, bah oui. Elle me dit, et elle a pleuré, la dame qui nous expliquait ça. C'est filmé, j'ai un petit film là-dessus, et elle pleurait en me disant, mais vous avez fait partie de cette pression internationale qui a sauvé nos collections. Alors c'était surtout les fruitiers. Voilà, c'était des cerisiers, etc. Mais c'est assez extraordinaire. T'arrives t'as des champs de cerisiers ou de pruniers. Puis je leur dis, mais attendez, alors chaque prunier est une variété différente. Puis je leur dis, mais attendez, c'est dangereux de mettre tout ça au même endroit s'il y a une maladie. Et non, mais justement, c'est très intéressant parce que quand il y a une maladie qui arrive sur une variété, on regarde les variétés qui attrapent la maladie, ça nous permet d'étudier, de savoir sur telle maladie, qu'est-ce qu'on peut avoir, etc. C'est un truc extraordinaire. Alors à l'époque, et quand on y est allé la deuxième fois, c'était la semaine où Poutine a envahi la Crimée. Voilà. Parce que tu disais que la Crimée aussi était un des Alors c'est marrant parce que Vavilov, le fameux Vavilov, qui a dirigé cet institut, c'est pas lui qui l'a créé, mais il l'a dirigé. Un super bonhomme de la fin du 19e, 1890 à peu près. Il est mort au goulag, parce que Staline avait un copain à placer, il l'a fait mourir. Ils ont fait des expéditions dans le monde entier pour récupérer la biodiversité domestique. Ce qu'on appelle domestique, c'est tout ce qui se mange, qui se nourrit. Donc céréales, fruits, légumes. Et Vavilov avait répertorié dans le monde entier, par des cartes, des zones en fonction du nombre de biodiversité. Donc tu as l'Amérique du Sud, tu as l'Amérique du Nord, tu as l'Europe, machin, etc. Et il y a une zone à elle toute seule qui est la Crimée. Sur la carte, il y a un tout petit point, la Crimée. En Crimée, il y a autant de biodiversité domestique, c'est-à-dire qu'au nombre d'espèces différentes trouvées en Crimée, qu'il peut y en avoir sur toute l'Amérique du Sud. Et la Crimée, c'est l'endroit au monde où il y a le plus de biodiversité domestique. En fait, c'est le grenier important, donc qui était en Ukraine. On ne sait pas aujourd'hui si en Russie, en Ukraine, et qui est un grenier extraordinaire pour tout ce qui est l'agriculture domestique, importante. Et on était à Saint-Pétersbourg, à l'Institut Vavilov, pour notre deuxième visite. Et puis après, on a une équipe qui a été faire, alors moi j'y étais pas, qui a été faire pour apprendre à faire des expéditions pour relever la biodiversité dans le Caucase. Ils sont allés. Voilà. Et donc à l'époque, Poutine s'intéressait pas du tout au truc. Et puis on a appris, alors du coup on n'a plus trop de contact avec évidemment la Russie depuis 3-4 ans. Mais on a su que depuis, l'Institut Vavilov avait fait un concours national auprès de Poutine et qu'ils avaient pu récupérer pas mal de pognon de la part du gouvernement russe. C'est bien ça. Et donc c'est pas mal. Donc moi je suis assez, je me dis que le jour où ça ira mieux avec la Russie est vraiment un super pays. Les Russes sont exceptionnels. C'est des gens magnifiques. Pour ça, il ne faut pas confondre le gouvernement russe et les Russes. On a beaucoup de liens historiques, les Français et les Russes. Les Russes nous aiment beaucoup. Saint-Pétersbourg, il y a des jardins à la française, etc. Il y avait même à un moment donné un projet que l'école d'architecture d'architectes paysagistes de Versailles fasse une antenne à Saint-Pétersbourg. On a des liens assez forts avec les Russes. Les Français, il y a toute l'histoire, les rois de France, les tsars, etc. C'est des gens extraordinaires. Et surtout, et je vais conclure sur cette histoire là-dessus, c'est que on a beau être Occident contre la Russie, mais n'empêche que pendant que les Russes collectionnaient toute la biodiversité domestique, quand nous en France on abandonnait des variétés, on a récupéré de Saint-Pétersbourg des variétés qui avaient été obtenues à Lyon, de variétés de tomates, par exemple la monstrueuse de Lyon, qui n'existe plus parce que comme son nom l'indique, elle est pas belle, parce que la grande distribution a fallu calibrer tout, etc. On a perdu tas de variétés, mais par contre on a tout retrouvé à Saint-Pétersbourg parce qu'ils avaient tout gardé. Ouais. Et donc pendant que les Russes collectionnaient et gardaient toute la biodiversité domestique, nous on avait Monsanto et puis toutes les grainiers qui standardisaient tout et qui nous faisaient des trucs. Donc
avant de prendre parti d'un côté ou de l'autre, il y a des trucs qu'il faut quand même regarder. C'est jamais tout blanc, tout noir, quoi. Il y a beaucoup plus de nuances. Hein. Ouais. Et moi, j'invite vraiment les gens à s'intéresser à cet institut Vavilov, c'est vraiment exceptionnel. Ouais. Voilà. Il y a eu un petit reportage, mais est-ce qu'il sortira un jour ce reportage? Il y en a un qui est sorti je crois que c'est sur Arte, mais je ne l'avais pas trouvé exceptionnel. Bon, il y a de temps en temps des articles là-dessus, et voilà, mais bon, les Lyonnais peuvent aller au CRBA, visiter tout ça, à la ferme de Melchior. Et voilà, et donc ils ont ramené pas mal de graines, des choses comme ça, et du coup ils réhabilitent à la ferme de Melchior, là dans le sud de Lyon. Je sais plus, c'est Grigny ou Charlie, c'est Charlie, c'est Charlie. Charlie, la ferme de Melchior, et là-bas il y a des collectionneurs, il y a des réseaux de collectionneurs qui cultivent ces anciennes variétés, et voilà, si vous êtes intéressé par ça, il faut aller les voir. Ok. Sur quoi tu travailles en ce moment? C'est quoi tes projets? Alors moi, j'ai quitté Terre Idéale il y a 4 ans. Voilà, parce que voilà, j'ai fait un peu le tour de la question, et du coup, j'ai 2 sujets. Bon, j'avais envie de prendre du temps pour moi, voilà. Donc je voulais bien continuer de travailler, mais pas trop. Voilà, faire des choses qui me plaisent, et en gros, j'ai 2 sujets. J'accompagne des startups. Toujours un peu dans le métier, hein, voilà. Une start-up lyonnaise qui s'appelle Circle, qui fait des composteurs, en terre cuite de toute beauté. Bon, alors comme toute start-up, c'est pas toujours évident, hein, d'arriver à percer. On rencontre Marie la semaine prochaine. Très bien. Après, j'accompagne une autre start-up dans le paysage, un jeune qui s'appelle Fabio Coupas, qui est passé dans cette émission de M6, qui s'appelle Qui veut être mon associé. Un garçon qui est d'une énergie débordante, à 22 ans, 23 ans. Il a une ambition, et alors il amène un espèce de souffle nouveau. Alors un peu, ça dépote, hein, Ouais, ça envoie un peu du lourd. Mais voilà, et je prends beaucoup de plaisir à l'accompagner, à faire avec lui des conférences, des petits projets, et surtout des formations. Il m'a demandé surtout d'intervenir sur tous les sujets qui ne sont pas les sujets techniques du paysage, mais voilà, comment bien gérer sa boîte, le management, etc. Donc c'est assez sympa. Puis je rencontre du coup plein de jeunes paysagistes. C'est assez passionnant. Voilà. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés d'ailleurs, c'était en décembre de l'année dernière, à son événement, c'était au Grand Rex. Ouais. Et on est en contact avec Fabio justement pour en faire un de podcast. Et puis à côté de ça, j'accompagne un grand groupe de TP qui s'appelle Eiffage. Voilà, qui dans sa direction de la route, où ils font des routes, des voiries, etc., et qui m'ont demandé de les accompagner pour développer le paysage, mais aussi toute la gestion de l'eau, des eaux pluviales, les problèmes de la terre, etc., sur une diversification, parce que le souhait c'est d'être un peu ensemblier là-dessus. Voilà, et donc j'avais jamais travaillé dans un groupe un peu important comme ça. Donc Eiffage, c'est 23 milliards de chiffre d'affaires, hein. C'est gros, c'est 80 000 collaborateurs, et je m'éclate parce que je découvre des moyens d'une grosse entreprise, et en particulier, et on va revenir au thème de l'innovation, les moyens en recherche et développement. Voilà, ils ont un labo de 60 ingénieurs, qui essayent de trouver des innovations intéressantes. Voilà, et faut savoir par exemple qu'il y a la route qui se fait avec du bitume à base de végétaux. Hein, pas uniquement à base du pétrole, enfin en partie, hein, mais voilà, ils ont une innovation qui s'appelle Ecoasis, qui a été mise en place dans une rue à Belleville, où il y a sous la chaussée des réserves d'eau qui vont pouvoir servir à arroser les plantes. Voilà, des tas de choses comme ça. Donc voilà, donc je monte des formations pour former les collaborateurs. Donc l'idée, elle n'est pas de racheter des boîtes d'espace vert. L'idée est de former les collaborateurs à pouvoir faire les chantiers dans leur ensemble, voilà, et en confiant une partie à des entreprises de paysage, mais que les conducteurs de travaux, que les chefs de chantier qui savent faire tout ce qui est route, pavé, etc., sachent aussi faire, et soient sensibilisés et fassent aussi un peu
Enfin un peu, il y a même beaucoup de paysages. Ils anticipent ça Voilà. dans le... Ouais. C'est deux mondes qui sont amenés à se rencontrer. C'est l'aménagement urbain, donc globalement. Et je pense que c'est important que les gens qui étaient plutôt spécialisés de la route prennent conscience que le végétal est important. Et quand je suis arrivé, par exemple, il y a la stratégie biodiversité du groupe Eiffage, qui est un document et qui est ancré dans les valeurs de l'entreprise, qui est assez extraordinaire. Okay. Mais voilà, c'est des moyens, le service du développement durable et d'innovation transverse, c'est comme ça que ça s'appelle, du groupe. Voilà, il y a 4, 5, 6 écologues dedans. Donc il y a dans leur département qui fait la construction de bâtiments, dans leur département qui fait le génie civil, voilà, dans le département qui a les concessions autoroutières par exemple, ils sont sensibilisés tous à la biodiversité. Et j'ai envie de dire, ils n'ont pas du tout à rougir par rapport à n'importe quelle entreprise du paysage. Mais voilà, parce qu'il y a eu cette réflexion, alors on en parle peu, mais toutes ces entreprises, et c'est là où on rejoint le développement durable, c'est que ces entreprises qui, évidemment, économiquement, quand vous avez une entreprise avec 80 000 emplois, vous n'avez pas intérêt de faire de bêtises, parce qu'il y a quand même 80 000 salariés, 80 000 familles derrière. Voilà, et puis le social, c'est important. Eiffage est une entreprise où le capital est détenu à 30% par les collaborateurs. Ça donne une ambiance. On a envie de réussir, voilà, quoi. Ouais. Et puis un esprit, voilà, leur slogan c'est esprit de famille, on voit bien, c'est assez. Voilà, donc je prêche la bonne parole en matière de verre et de paysage dans cette entreprise, et puis voilà, on construit la stratégie là-dessus, de développement. Voilà, donc voilà, j'apporte un peu toutes mes modestes connaissances en la matière à cette entreprise. Tu as réussi à concilier ta vie de famille avec ton ambition et tout ce que tu as pu entreprendre dans ta vie? Oui, c'est pas été forcément... quand tu es engagé, à un moment donné, je dirigeais à la fois l'entreprise, j'ai été élu local, j'avais mes engagements à l'UNEP. C'est pas forcément facile, t'as pas forcément le temps consacré pour l'éducation des enfants. Voilà, j'avais une épouse qui s'en occupait. C'était pas un partage très équitable. Voilà, ça a pu être un peu reproché, voilà, de temps en temps, mais à côté de ça, voilà, il y avait d'autres choses. On essaie de privilégier des moments importants. Voilà, mais après, en plus c'était une entreprise familiale, voilà, donc des fois quand ça brasse un peu, c'est pas forcément évident, mais bon, voilà, non, on arrive à concilier. Alors il y a un peu pas d'égoïsme, mais bon voilà, tu t'occupes des autres, quoi. Donc c'est voilà, quand on te demande de t'occuper, quand on vient te chercher, quand on te dit mais là, il faut que ce soit toi qui y aille. Ça peut faire changer la vie de beaucoup de personnes. Ça fait changer la vie, voilà. Ouais. Mais bon, après, c'est des équilibres à trouver. Voilà, mais la vie d'entrepreneur, elle n'est pas forcément toujours simple et toujours évidente. Puis après, les époques évoluent beaucoup, quoi. Ouais. Voilà, c'était pas forcément terrible la manière dont on le faisait avant. Aujourd'hui, je pense que aujourd'hui la société a évolué, et moi je vois les jeunes parents, cet équilibre qu'il y a. Enfin, moi je trouve ça magnifique entre le père, la mère, ou les deux mamans ou les deux papas d'ailleurs, qui est très marrant aussi. Enfin, qui est très intéressant, un équilibre dans le couple qui n'y avait pas forcément moi à mon époque. Voilà. Et après, faut essayer de concilier tout ça, quoi. Mais voilà, puis tu as besoin du temps pour toi, tu as besoin d'aller voir autre chose, tu as besoin d'aller... Voilà. Puis bon, moi je fais partie d'une génération, je pense qu'on a la génération la plus chanceuse qui a pu exister. Voilà. Nos parents ont connu un peu la guerre, nous on l'a pas connue. On a connu toute l'évolution du modernisme, etc., les téléphones portables, machin. On a vécu sans téléphone portable quand on était gamin. Je pense que c'est une chance extraordinaire. Quand on voit ce que peuvent donner le téléphone portable aujourd'hui avec des gamins de 10 ans. Voilà, les 30 glorieuses, là, évidemment, on a un peu critiqué aujourd'hui avec l'histoire de la retraite les baby boomers, mais
Mais je pense qu'on est tous conscients qu'on a des générations qui est juste magnifique, quoi. Et puis voilà, on va vivre, on a une espérance de vie de 20 ou 25 ans à la retraite. Quand la retraite a été créée à la fin de la guerre, les gens passaient en moyenne 7 ans à la retraite. Nous, on va passer 25 ans. Bon, peut-être pas payé complètement, mais peu importe, c'est pas le sujet. Mais voilà. Et puis, on a eu tout le progrès de la médecine, on n'en parle jamais assez. On est dans un hôpital, mais prenons un peu de temps en temps du recul pour se dire, mais regardons en 40 ans ce qu'on a fait. Tout a changé, ouais. C'est un truc de fou, quoi. Mais regardons un peu la chance qu'on a, quoi. Voilà. Puis l'intelligence artificielle qui arrive. L'intelligence, etc. Bon, après, il faut que tout ça soit pris par le bon côté, quoi. Ouais. Ouais, bon, c'est un téléphone portable à 10 ans avec des réseaux sociaux et le harcèlement, etc. Et, bon, après, que les parents prennent en main les choses, hein, mais bon, en tout cas, notre génération, et je crois que, je sais pas si on devrait tous le dire là, ceux qui sont dans les années 60, même ceux qui sont dans les années 50, là, on devrait quand même prendre conscience qu'on a une chance extraordinaire et que je suis pas certain, sans être pessimiste, hein, mais que, voilà, quand on arrive dans le monde à l'heure actuelle depuis une dizaine d'années, c'est pas forcément évident. Voilà, l'avenir est, voilà, même s'il y a des belles choses, et voilà. Mais en tout cas, nous, on est une génération où on a une chance extraordinaire et il faut en être conscient. Bon, merci Emmanuel. Où est-ce qu'on peut retrouver un peu ce que tu fais sur Internet, sur LinkedIn peut-être? Ouais, le seul réseau où je suis présent, j'ai pas d'autres réseaux, je suis juste présent sur LinkedIn. Voilà. Bon, j'ai plus publié que je ne publie aujourd'hui, mais voilà. En tout cas, je publierai le podcast. Ah bah ouais, avec plaisir. Merci beaucoup Emmanuel.